Ces deux notions qui, d'un premier abord, peuvent s'opposer, elles peuvent s'aider, parce que si la donnée peut permettre de mieux vendre, mieux produire, mieux répondre aux attentes des clients, tant mieux. Et de l'autre, il ne faut pas qu'elle détruise la créativité qui est au cœur de la mode. Maximien l'a dit, la mode, c'est une question de créativité, d'imagination. Et effectivement, le big data renvoie à cette notion de rationalité, d'algorithmie, de technologie. Moi, mon objectif, c'est d'emmener plus loin les gens dans leur passion du produit et de la mode, avec la data. Quand je pense big data dans la mode, en fait, ça m'évoque trois choses. La première chose, c'est une notion de connaissance client, parce que finalement, pour comprendre ce que les gens aiment, ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils pensent, donc c'est une façon de faire à grande échelle ce que dans le commerce de proximité, on faisait depuis très longtemps en connaissant bien ses clients. Donc, puis après, les deux autres choses qui en découlent, c'est comment on utilise cette connaissance client. Il y a un champ autour de l'expérience. Comment est-ce qu'on utilise cette connaissance pour donner une expérience client plus performante, plus fluide, plus sympa, plus personnalisée. Donc on reviendra sur tout ça. Puis ensuite, il y a un deuxième champ qui est autour de toutes les décisions un peu plus stratégiques dans le domaine du marketing, parce que nous, on est focalisé sur la sphère marketing. Si on pense à Softcards, je pense que pas mal de personnes ici connaissent, c'est un pur produit, entre guillemets, big data des séries. C'est vraiment Netflix a analysé toutes les infos qu'ils avaient et les désirs de leurs clients pour voir qu'est-ce qu'ils voulaient comme série et pour faire un peu un produit sur mesure en analysant toute cette data. Je pense qu'on peut faire la même chose dans la mode et grâce à des utilisations intelligentes de données, ils vont pouvoir s'adapter, revoir leur sizing, leur communication, leur marketing, traduire leur nom, etc. Mais qu'en même temps, c'est une articulation des deux. C'est-à-dire ce génie créatif doit pouvoir continuer à s'exprimer et que c'est ça qui fait bouger Paris et c'est ça qui fait aussi bouger la mode. Je pense que le big data dans la mode a aussi remis le consommateur au centre vraiment de l'attention. Et alors qu'avant la création, c'était souvent des têtes pensantes de maisons ou de marques qui allaient proposer et ensuite on allait analyser un retour de la part des utilisateurs. Le flux est tellement rapide, c'est un flux tendu maintenant, de comment va réagir ma cible, que par sa consommation, le consommateur est devenu maintenant créateur de tendance aussi. Il y a des choses super intéressantes à faire, parce qu'en termes de test and learn, on va avoir un retour direct et rapide des actions qu'on va essayer de faire. Donc ça rend tous nos métiers, je pense, aussi un peu plus passionnants, et tout en essayant de garder bien sûr cette part de magie qui est vraiment inhérente au secteur de la mode. Je pense qu'il va y avoir une vraie transformation dans les entreprises de mode sur toutes ces micro-décisions qu'elles prennent, plus que la data et l'algorithme, votre façon de travailler, votre façon de prendre les décisions et d'être de plus en plus, je dirais, data-driven par rapport à ça. C'est vrai que dans le côté fast fashion, il y a quand même un sujet qui est de se dire comment j'arrive à limiter mon taux de rupture sur des produits qui se vendent bien en magasin et à l'inverse, éviter d'avoir des surstocks que je vais finir par solder. Les algos s'améliorent et la performance peut encore être optimisée. Les marques de luxe, elles sont dans une façon de travailler un peu différente, où finalement elles créent énormément de produits, et il y en a plein que vous ne voyez jamais en boutique. On voit que le modèle économique repose beaucoup sur des hit products, c'est-à-dire quelques produits phares. Et en fait, il y a un vrai sujet qui est est-ce qu'on est capable à l'avance de repérer un hit product le plus vite possible pour pouvoir s'organiser autour de ça et finalement améliorer l'efficacité, le pousser en communication plus rapidement et éviter de perdre de l'énergie, des moyens sur des produits qui ne vont pas se vendre. Mais c'est vrai que ça change fondamentalement les process de travail parce qu'aujourd'hui, ces sessions d'achat, elles sont encore vraiment basées sur l'expérience avec des gens qui travaillent bien parce que ces maisons marchent très bien. Mais il y a quand même quelque chose qui titille les patrons de ces boîtes-là en se disant si on arrivait à intégrer un tout petit peu de scientifique là-dedans, est-ce qu'on pourrait améliorer ces décisions-là, quoi. Et pour rebondir, je crois que le problème, il n'est pas avec les bestes, en fait. Il est cette longue taille que vous avez et comment vous allez l'optimiser, finalement. Et c'est là que ça va se jouer. Ce n'est pas sur vos 10 top produits. La question, c'est d'anticiper. Enfin, un des objectifs, c'est d'anticiper les bestes. Effectivement, une fois que c'est un best, tu as raison, c'est un no-brainer, il faut les avoir. Et ça, du coup, je pense que les algorithmes de nouvelles générations vont aider à ça. Parce que je crois qu'effectivement, la clé, ce sont les signaux faibles. Je sais que certaines marques que je suis, leur problématique, c'est justement de créer la rupture sur leur best. À l'inverse, elles vont mettre en avant les produits les plus forts et limiter les commandes ou le donner qu'à leurs meilleurs clients pour créer cette rupture. Une marque plus mass market va chercher à maximiser, à écouler comme elle peut en solde ou autre. Je pense que d'une marque luxe à un jeune créateur ou une marque mass market, la façon de l'ingérer et de l'intégrer dans les décisions stratégiques peut être opposée en partant de la même donnée.
Globalement, toutes les entreprises de mode sont en retard, on va dire. Elles ont peur du changement parce qu'effectivement, la donnée, ça leur fait peur. Elles se disent, je vais être drivé par la donnée, alors que les créatifs, les stylistes et tout ça, ils veulent être drivés par la création. C'est aussi un frein pour se dire, bah, ok, je vais faire ça aujourd'hui, mais demain, je change. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de l'historique? Je l'ai perdu. Donc du coup, il y a un gros bruit qui se crée aussi derrière, parce qu'on peut accumuler de la donnée, mais à un moment, elle va peut-être se périmer aussi. Elle va peut-être être plus pertinente. Donc c'est pour ça que c'est assez complexe aussi pour les marques de mode de se dire, je vais faire un grand chantier de transformation, mais en même temps, combien de temps est-ce qu'il peut durer? C'est la tension entre data et créativité. Moi, elle me fait un peu penser à une tension qu'on voyait il y a 15 ans et qui est, je pense, un peu passée dans le monde du luxe entre la partie création et la partie marketing. La culture marketing a quand même un peu diffusé et il y a une sorte d'acceptation de facto qu'il ne faut pas les opposer et qu'une réflexion marketing peut aider un créateur. Et je pense que la tension sur les datas, on est voilà, 20 ans plus tard, on a cette même tension et que progressivement, elle va se résoudre et on va trouver les moyens. Le créateur restera à l'origine de l'acte créateur fondamental. Les datas seront un moyen d'enrichir ça, de trouver des nouvelles directions, etc. Donc, effectivement, c'est un peu à l'origine d'un certain retard et d'une certaine frilosité, mais je pense qu'elle va progressivement se combler. Et j'ai passé 16 ans dans les télécoms. Et je me disais, sorti des télécoms, j'arriverai jamais à retrouver un secteur d'activité avec autant de données. Voilà, ça fait 5 mois et je vais vous dire, hein, moi je fais waouh, des données dans la mode, il y en a au moins autant dans les télécoms s'il y en a plus. La mode, elle sous-estime en fait le volume de data qu'elle a, elle sous-estime le fait de la complexité que c'est de maîtriser ces aspects de supply chain. Et donc je pense que quand il y aura cette prise de conscience qu'il va falloir investir un petit peu en termes de personnes, de technologie et de process aussi, c'est un acteur monumental qui commence à débarquer sur le secteur de la mode, qui l'a fait sur bien d'autres secteurs et tout le monde en est conscient, et qui, je pense, le côté une fois de plus positif des choses, oblige des retailers traditionnels à se remettre en question, à améliorer leur service client, leur fluidité. Et c'est là que Paris a un rôle majeur à jouer. Ça ne remplacera jamais le génie créatif, parce que pour moi, justement, ce génie-là, c'est d'être disruptif, c'est d'apporter quelque chose, je dirais, dont personne n'a besoin, mais dont tout le monde va avoir envie demain matin. Et ça, Amazon, quoi. Ils peuvent créer, hein, ils auront peut-être la force de créer une marque et de faire venir les plus beaux directeurs artistiques et de nous surprendre, mais la donnée est un moyen, mais n'est pas suffisant pour avoir ce génie-là. Moi, je suis très curieux de voir ce que ça va donner en Europe notamment, hein, parce que je pense qu'ils ont fait la preuve de leur modèle aux États-Unis, et qu'en France et en Europe, ils l'ont attaqué de manière très parcellisée, le marché européen de la mode. Le chiffre là qui nous sauve entre guillemets chez La Redoute, c'est que 70%, comme je disais, voilà, du chiffre d'affaires, c'est de la création. La Redoute, c'est pas des produits que vous trouvez chez Amazon. Il y a que cette façon-là qu'on arrivera à s'en sortir. Et je suis d'accord du rôle de Paris, l'importance de la créativité. Enfin, on peut réussir en faisant des basiques. Je pense qu'il y a plein de modèles, il y a plein de gens qui l'ont fait, et Amazon pourra le faire très facilement, parce que faire des vêtements simples, des t-shirts simples, tout le monde peut le faire. Et le faire avec la force de frappe d'Amazon qui peut délivrer en 24 heures où vous voulez ou même dans la journée même, croyez-moi, tous les clients en rêvent. Mais après, effectivement, construire une histoire dans la mode, ça prend du temps. Il faut mettre des moyens, il faut accepter de prendre des risques parfois. On ne crée pas une marque de mode en une semaine, en un mois, juste à partir de la donnée. Il faut un artiste derrière, il faut un génie. C'est comment ils vont réussir à prendre la valeur dans cette chaîne-là. Et il y a un combat quand même qui est pour la relation avec le consommateur. Où est-ce que je fais mon premier achat et quelle est la marge que j'arrive à prendre? Et c'est vrai que là-dedans, ils ont des telles capacités d'investissement que n'importe quel mouvement qu'ils vont faire est capable de déstabiliser un peu un marché. Heureusement, dans la mode, contrairement à l'assurance, par exemple, ou au service financier, qui est un secteur qui peut être complètement en rupture et qu'un Google peut prendre demain matin, dans la mode, il y a justement le créateur.